Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je reçois une femme qui, pendant des années, a parfaitement joué le rôle de la femme forte. Carrière solide, poste à responsabilité, image impeccable. La femme en fait qui gère tout, celle sur qui on peut compter et celle qui ne flanche pas. Mais derrière cette image, il y avait une autre réalité, plus silencieuse, plus intime, plus fragile aussi. Pendant plus de 10 ans, elle a caché une partie d'elle-même dans son corps, dans son image, dans sa vie, jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Burn-out, effondrement et plus possible de faire semblant. Et là, plus de masque, plus de fuite. Elle a commencé à se regarder vraiment, à déconstruire, à ressentir, à revenir à elle, jusqu'à poser un acte fort, radical et symbolique. Celui de ne plus se cacher, celui de se montrer telle qu'elle est. Et c'est là que tout a changé. Parce que parfois, ce n'est pas en devenant quelqu'un d'autre qu'on se révèle, mais en arrêtant enfin de jouer un rôle. Dans cet épisode, on va parler de burn-out, d'image, de vulnérabilité, mais surtout de vérité, de reconversion et de puissance. Une puissance différente, pas celle qu'on montre, celle qu'on incarne. Bonjour Lauriel. Bonjour Solène. Comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien, je suis ravie d'être là. Moi de même, ça fait plaisir et merci beaucoup d'avoir accepté. Tu sais, je vais me répéter, mais tu es une de mes mentors et c'est un privilège et un honneur pour moi de t'avoir déjà demandé d'intervenir parce que je sais à quel point ton parcours est beau et inspirant. Et tu vois, quand je lisais l'introduction, ben ça me... Oui, il y a de l'émotion. Moi aussi, il y a un peu d'émotion parce que ouais, ça fait toujours bizarre quand c'est une autre personne qui raconte ton histoire. C'est vrai, c'est vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est souvent les retours que l'on me fait et je suis ravie qu'aujourd'hui tu prennes la parole pour nous parler un petit peu de tout ça justement. Et peut-être pour introduire, est-ce que bah, du coup tu peux nous dire aujourd'hui qui est Lauriel, qui es-tu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis Lauriel Mondésir, j'ai 46 ans. Je suis mariée et en couple avec le même amoureux depuis l'âge de 15 ans. Donc ouais, c'est une histoire qui dure. J'ai deux grandes filles, 17 et 21 ans. Et je vis dans la région de Bordeaux depuis bientôt 8 ans. Je suis d'origine martiniquaise, donc on est venu ensemble avec mon chéri pour les études et puis finalement, comme beaucoup d'entre nous, on est resté sur la métropole. Et depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, je suis coach en leadership féminin et je suis également formatrice en développement personnel dans l'organisme de formation qui m'a formée il y a un peu plus de 4 ans. Voilà. Je suis restée bloquée sur le fait que tu connais ton mari depuis l'âge de tes 15 ans. Ouais, ouais. Alors, je le connais même d'avant parce qu'on se connaît depuis l'école primaire. Mais ouais, on est en couple depuis, on était en troisième, quoi. Donc, j'avais 15 ans et puis, bah voilà, ça fait 31 ans, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est beau! Ah, j'aurais Ouais, rêvé. Magnifique, magnifique. ouais, ça arrive plus trop de nos jours, mais voilà. Enfin, on peut avoir la chance de rencontrer le bon très tôt. Ouais, Mm. Ben, en tout cas, ouais. je suis ravie d'entendre ça et du coup, ça peut être rassurant pour certaines personnes. Faut pas perdre espoir de trouver la bonne personne.
Ouais, moi, c'est ce que je dis. Bah, ma fille a 21 ans, elle aurait adoré aussi rencontrer son amoureux très jeune, mais je lui dis, toutes les histoires sont pas similaires, mais par contre, moi, c'est aussi une partie de cette histoire amoureuse qui m'a aussi aidée dans ma jeunesse, en fait, de rencontrer le bon très tôt, parce que ça veut dire aussi que tu as un pilier aussi sur lequel tu peux compter très tôt. Et c'est pas négligeable justement au vu de la Non. vie que tu as menée, c'est par quoi tu es passé. Ouais, complètement. Et justement, qui était la Lauriel d'avant? Qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton quotidien professionnel, peut-être personnel aussi au milieu de tout ça? Alors, j'ai eu un parcours un peu pas si chaotique que ça, mais j'ai un peu coché les cases. On va dire ça comme ça parce que quand j'étais plus jeune, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai un peu testé. Je suis allée un peu à la fac. Après, je suis partie en BTS, dans le commercial. Enfin, je savais pas trop exactement ce qui m'inspirait. Et plus, je pense qu'avec le recul, ce qui m'inspirait, je pense que je me l'autorisais pas. Parce qu'avec le recul, je me dis finalement, j'aurais dû faire psy. Et je me suis pas fait confiance, ne serait-ce que pour oser postuler en psychologie, alors que finalement la psychologie humaine, avec le recul, ça m'a toujours attirée. Euh, du coup, j'ai eu une première expérience. J'ai pas beaucoup bougé en fait. J'ai eu une première expérience dans une entreprise pendant 10 ans euh, où c'était la bonne entreprise qui m'a permis d'évoluer. Et je suis partie très vite. On m'a fait confiance pour manager des équipes. Donc, je manageais un service client, puis après un centre de contact. Enfin, j'ai évolué au sein de la même entreprise. J'ai été beaucoup formée, beaucoup accompagnée, notamment en développement personnel, pour mieux me connaître et comprendre mes collaborateurs, etc. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai mis un premier pied dans le développement personnel. Et au bout de 10 ans, j'avais changé déjà 4 fois de poste. Moi, dès que j'apprenais plus, j'étais frustrée. Et en fait, il était temps que il y avait plus possibilité pour moi. Alors pas possibilité d'évoluer, mais en tout cas, pour moi, j'avais fait le tour. Et donc, j'ai fait mon premier bilan de compétences à ce moment-là. Et hop, j'ai rebondi, mais en 2 temps, 3 mouvements dans une deuxième entreprise, un gros groupe aussi. Donc, moi, j'ai fait 2 gros groupes, voilà. Et où je suis restée 9 ans et demi. Et où les missions étaient beaucoup plus challengeantes. J'avais des équipes à mettre en place en Tunisie. J'avais mes services en France, mais j'avais cette équipe à monter en Tunisie. Donc, des gros projets à chaque fois. Après, je suis partie dans la formation où pareil, à chaque fois j'arrivais, c'était le bordel, c'était remets-nous de l'ordre dans tout ça, crée-nous les équipes qu'il faut, etc. Et je me suis autant éclatée que épuisée dans cette deuxième entreprise. Parce qu'avec le recul, j'ai été dans un burn-in, donc l'étape avant le burn-out, pendant plusieurs années. J'ai tiré sur la corde. Je me suis pas écoutée. Enfin, je savais pas ce que c'était à l'époque, s'écouter de toute façon. J'avais un objectif, c'était progresser. J'ai eu mes enfants. Ma première fille, j'avais 25 ans, donc et j'ai été manager quasiment en même temps. Donc, il fallait que je tienne sur tous les fronts en fait. Donc, tenir ma famille. Mon mari était pompier de Paris, donc ça sous-entend que la moitié du temps, il était pas présent. Donc, je disais à l'époque que j'avais un mari à mi-temps. Et donc, du coup, il fallait et gérer les enfants et gérer le boulot parce que je voulais progresser dans ma carrière. Et puis, voilà, des objectifs un peu classiques. Fallait acheter une maison. Voilà, cocher les cases. J'ai vraiment été là-dedans pendant ouais, une bonne partie de ma vie. C'est marrant parce qu'avant qu'on enregistre, on parlait d'effet miroir et tu parles d'avoir intégré deux groupes, j'ai intégré deux groupes et je me retrouve vraiment dans beaucoup de choses, dans ce que tu dis, de cocher les cases, le fait aussi que tu aies changé de poste souvent parce que tu avais besoin d'évoluer, c'est fou. Et ce côté de j'ose pas aller dans la psycho alors qu'aujourd'hui finalement dans ce que tu fais une part de psycho quand même dans ton Complètement, perso, tu vois. complètement. Complètement. C'est vraiment ce qui me. Mais je l'ai découvert après, en fait, parce que moi, mon premier poste de management, la première chose que j'ai répondu à ma boss, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi? J'étais l'une des dernières arrivées dans le groupe, dans le service.
j'avais pas de diplôme en management, j'étais dans un syndrome de l'imposteur complet. Et en fait, elle me dit, Lauriel, il n'y a pas que les compétences qui comptent, il y a aussi les aptitudes. Et tu nous as montré pas mal de choses qui nous montrent que tu serais capable de manager des équipes aujourd'hui et on va t'accompagner pour ça. Et avec le recul, pareil, j'ai refait l'histoire en me disant, à quel moment je leur ai montré, et ouais, je me voyais bien débarquer dans le bureau à chaque fois, il y a ça qui va pas, on devrait faire ça, pourquoi on fait pas ça, donc parfois on est dedans, mais vraiment sans vraiment se rendre compte parce que à l'époque, tout ça, c'était pas permis pour moi, en fait. Je me sentais pas du tout légitime. Et effectivement, en mettant le pied dans le management, et ben, j'ai découvert que j'adorais. Enfin, moi, j'étais passionnée par l'humain dans toutes ses facettes, qui peut être autant bon que mauvais, qui, en fonction de comment on communique avec lui, peut être complètement confort ou en stress. Et moi, ça m'a passionnée. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça que j'ai aimé le plus dans mon boulot. C'est permettre de mieux comprendre, mieux communiquer avec les autres, pas les considérer comme des pions, mais plutôt comme des personnes qui pouvaient évoluer, qui pouvaient même à quitte à partir en fait. Hein. J'en ai eu plusieurs fois qui finalement ont tellement évolué qui ont quitté la boîte. Et moi, pour moi, c'était une victoire à chaque fois parce que enfin, ça sous-entend pour moi que cette personne, j'ai réussi à lui montrer qu'elle pouvait être épanouie à ce poste-là plutôt que celui-là, qu'elle pouvait évoluer. Pour moi, à chaque fois, c'était des victoires en fait. Ce que tu dis, c'est incroyable parce que moi, c'est aussi quand j'ai été manageuse que je me suis développée cette passion pour l'humain et je me suis dit comme toi, mais moi, manageuse, mais comment, pourquoi? Alors qu'en fait, je savais que j'avais les capacités, sinon tu postules pas à un poste si tu te sens pas capable. Mais derrière, tu as ce sentiment d'illégitimité de se dire, mais en fait, pourquoi moi? Et finalement, comment je vais me comporter? Qu'est-ce qu'ils ont vu en moi? Et en fait, pour moi, le management, j'ai compris une chose, c'est que c'est un savoir-être. En fait, il y a des choses, c'est tellement de l'humain que soit tu as des choses, soit tu ne les as pas, et soit tu peux manager, soit tu ne peux pas manager, en fait. Ouais, complètement. Ouais, parce que ça me rappelle ma toute première formation. J'ai été accompagnée pendant 1 an. J'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui m'accompagne, qui m'encadre, et j'ai eu un parcours de formation pendant 1 an avec des spécialistes de la communication, des psychologues. C'était vraiment hyper complet, hyper chouette. Et en fait, là où j'ai été beaucoup bluffée, c'est que toute première formation vraiment axée management, et là j'étais là, ah ouais. En fait, tout me paraissait logique. Et en fait, ça n'a fait que confirmer tous mes ressentis, mes pressentis, alors qu'en fait, je me disais, mais moi, j'ai pas été formée, comment je peux accompagner les gens? Et là, tu te rends compte que, ok, c'est tout ce que j'avais en tête, ou c'est tout ce que j'ai commencé à faire, je vais continuer en fait. Donc oui, c'est surtout ouais, c'est les soft skills. C'est vraiment un mindset aussi et une façon d'être avant il n'y a pas grand chose à apprendre finalement. Ouais, on apprend, voilà, gestion du temps, on apprend comment mener un entretien, voilà, ok. Mais on n'apprend pas à gérer l'humain. Ça, je pense que c'est un peu inné quand même. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce qui m'a fait dire que justement ma place elle était là, elle était avec l'humain et d'où le fait que j'ai pris pareil un chemin comme toi de reconversion qui me rapprochait de l'humain parce que je suis fascinée par l'humain sur toutes ses facettes, le bon, le moins bon j'adore ces interactions entre nous comme avec ces autres femmes parce qu'il y a toujours cet effet miroir et c'est impressionnant, j'adore ça. Ouais, c'est chouette. Ouais, j'avoue. J'avoue. Et je me retrouve aussi dans le fait que tu disais que tu cochais toutes ces cases. C'est vrai que j'aime pas ça, mais c'est ce qu'on fait, là, majoritairement parlant, on coche ces petites cases. Et tu parlais, toi, que tu les cochais, mais au milieu de tout ça, toi, tu te sentais comment? Il se passait quoi intérieurement? Ça disait quoi? Je pense qu'à l'époque, je me posais pas trop de questions. Par contre, j'avais un mari qui régulièrement me demandait, est-ce que tu es heureuse? Et ça, c'était la question. Ah là. Ah ouais, pendant des années, parce qu'il me disait, moi, tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Chérie, régulièrement, chérie, est-ce que tu es heureuse? Et là, ouais, je bégayais vachement.
Et je mentais, clairement, parce que je me disais, mais en fait, c'était pas logique pour moi de dire non. Et en même temps, je me disais, mais tu veux quoi de plus, quoi? Tu as, voilà, t'as eu la chance de rencontrer ton chéri, tu as ta famille, tu voulais des filles, tu as eu 2 filles, elles sont en bonne santé, tu voulais un bon job, tu as un bon job, tu as un bon salaire, tu évolues régulièrement, tu voulais acheter, t'as acheté ta maison, enfin, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Donc, comme j'avais pas, pour moi, c'était pas logique de pas l'être, bah, je disais que je l'étais. Mais j'avoue que c'est une question qui m'a toujours malmenée. Ça m'a toujours fait bégayer et je me disais, mais pourquoi il la ramène à chaque fois avec ça? Parce que je sais pas, je verrais pas, je sais pas si je dois dire non, je saurais pas pourquoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ouais, depuis que j'ai fait mon burn-out, il m'a plus jamais. Enfin, alors pendant le burn-out, évidemment, je n'étais pas bien, etc. Mais depuis que j'ai fait ma reconversion, il m'a plus jamais reposé la question. Jamais. C'est comme s'il pressentait, et donc à chaque fois, il voulait s'assurer que moi, bah, je donnais le change parce qu'en même temps, j'avais pas d'autres arguments. Et du jour où on a changé de vie, en tout cas moi, j'ai vraiment changé de vie et je suis vraiment il y a eu toute ma transformation, il m'a plus jamais reposé la question. C'est assez impressionnant. En fait, je me rends compte que oui, effectivement, tu as eu cette chance d'être bien entourée et qu'en fait, ça a été un peu ton signal d'alarme que c'est vrai que quand on est dans notre métro boulot dodo, moi je sais que j'ai eu des signes, des symptômes, mais que j'ai pas voulu voir et j'ai des collègues qui me disaient, mais Solène, je pense qu'il y a plus, il y a plus, il y a plus. Et toi, tu es là en mode un peu déni ou mais non, ça va, ça va. Parce qu'en fait, j'étais comme toi. T'as pas le droit en fait de te plaindre parce que t'as un bon poste que t'as toujours voulu, avec des perspectives d'évolution, un bon salaire. En fait, t'as la carrière que tu veux. Et, Hum, et finalement, si on me posait la question de savoir si j'étais heureuse, ben d'un côté, si je disais non, bah, ouais, comme toi en fait. Mais oui, mais et c'est quoi la suite en fait? Je vais répondre non, mais derrière, j'y mets quoi? Et au final, pareil, je suis rentrée dans des cases et je me suis dit, ben, je vais continuer comme ça en fait. Et comme toi, ben, point de rupture, le burn-out. hum. Ouais. Et justement, toi, bah alors, ça a été quoi ce point de rupture qui t'a amené au burn-out? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déclenché? Parce que j'ai bien cru comprendre que ton mari t'a alerté, mais toi, tu continues à foncer en fait dans le mur. Ah ouais, moi, ça faisait des années hein, que ça durait. Et puis, voilà, tu te dis, bon, bah, il y a les vacances qui arrivent, ça va aller. Après, tu fais une petite pause, ça va aller. Euh, j'ai eu mes grosses alertes. J'arrive même plus à me rappeler en quelle année c'était, mais ouais, quelques années avant, parce que ouais, j'ai tenu bon quand même, j'avoue, j'étais solide. Et mes premières alertes, où là j'ai fini chez le médecin, euh, il m'a dit, ah, va falloir vous mettre sous médicaments et tout, et j'ai dit, ah ouais, par contre ça non. Et en fait, ça me faisait tellement peur que du coup, je suis allée voir une sophrologue. En allant en mode en plus, alors c'était quelqu'un qui m'avait été recommandé, beaucoup de personnes à mon travail y allaient, etc. Mais moi, sophrologie, j'avais testé ça quand j'étais enceinte, j'avais trouvé ça vraiment. À l'époque, j'étais pas du tout là-dedans et je voyais les nanas enceintes sans dormir et tout. Moi, c'était plutôt le truc où j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc, j'y vais, mais avec toutes mes croyances limitantes, en lui disant, bon, soyez pas vexés si je reviens pas, c'est juste qu'en ce moment, ça va pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, tout ça. Et donc, du coup, j'aimerais bien, voilà, venir chercher quelques outils, quelques conseils. Et donc, elle m'a bluffée parce que, je lui dis, voilà, à l'époque, je faisais vachement de sport pour tenir. Je lui dis, moi, elle me dit, ah bon, vous faites quoi comme sport? Je lui dis, bah voilà, je fais du HIIT, je fais du RPM, tout ça. Et en fait, la nana hyper zen, hyper posée, et qui me dit, ah oui, moi aussi. J'ai, toi, ça faisait pas, tu vois, ça faisait un peu cliché par rapport à l'image que j'avais d'elle, hyper posée, etc. Et en même temps, je la voyais pas du tout sur un vélo en train de s'acharner. Et pour le coup, je me suis dit, OK. Elle me dit, bon, bah, en fait, on va faire une sophrologie dynamique, vu votre profil. Et je dis, OK, bon, bah, si c'est dynamique, allons-y, parce que si c'est pour faire des trucs gnangnang, en fait, tu me reverras pas. Et elle m'a beaucoup appris. On a eu un super feeling. Elle m'a accompagnée pendant plusieurs mois. C'est ce qui m'a permis de tenir un petit peu plus longtemps, parce que vraiment,
Les techniques qu'elle m'a données, encore aujourd'hui, je les utilise. C'est vraiment des ancrages. C'est-à-dire que je commence l'exercice et hop, mon corps, il dit, ah ouais, c'est ça que tu veux qu'on fasse. Ok, détente, machin, sommeil, etc. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ça m'a permis de tenir 2-3 ans de plus. Après, on est parti sur la région bordelaise. Donc ça a été aussi une vraie bouffée d'oxygène parce que changement de cadre, changement de vie, mais un peu de folie quand même parce qu'on était toujours salariés à Paris. Donc moi, je faisais l'aller-retour toutes les semaines. Mon mari aussi pour aller bosser. On gérait les enfants. Donc il y en a un qui partait 2 jours. Après, c'est moi qui revenais. Après, c'était mon mari qui partait. Ouais, on était un peu dans une vie de fou. Mais tellement heureux d'être à la campagne, d'avoir une vie plus posée quand même. Et en fait, tout a basculé avec le Covid. Parce que le Covid, du coup, je ne pouvais plus faire mes allers-retours. Pour moi, c'était salutaire, mais j'ai jamais autant bossé de toute ma vie que pendant cette période. C'est-à-dire qu'en un mois, on avait perdu, moi je gérais un service formation à l'époque, on avait perdu 1 million d'euros. Pour la boîte, c'était pas possible. Donc réunion tous les matins, tous les soirs pour voir comment le plan d'action, voilà, recontacter les gens, etc. On bossait les week-ends, mes équipes bossaient les week-ends, ça a été la folie. Et c'est ça qui m'a mise à terre parce que on s'est pris tellement de pression, tellement de stress, alors que moi je baignais déjà dans ça depuis quelques années. Là, ça a été vraiment l'acharnement. Et en fait, à la fin du confinement, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai remis mes équipes dans les bureaux et moi, je me suis effondrée. Je me suis retrouvée pendant 2 jours d'affilée à être sur mon ordi en télétravail. J'avais ma montre à l'époque qui commençait à s'échauffer et qui me montrait que je montais à 180-185 battements minutes. Et je sentais le cœur qui partait dans la poitrine et j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et donc, moi qui allais jamais chez le médecin, je suis allée chez le médecin. Et il m'a dit, cette fois, je vous arrête. Et j'avais tellement peur. Je me suis dit, mais en fait, je crois que je vais faire un arrêt cardiaque. Et là, il m'a dit, en fait, je crois que vous êtes à la limite du burn-out. Je fais, non, enfin, arrêtez. Et je lui dis, mais je peux pas m'arrêter. C'est pas possible. Demain, on a 31 formations sur la journée. Enfin, moi, j'en ai 17 le matin. Il faut que j'accompagne mes équipes, etc. Donc, il m'a arrêté quand même. Et j'ai bossé quand même. Voilà. Donc, voilà. Ça a commencé comme ça. Et puis, il m'a dit, je vous arrête une semaine et je veux vous revoir à la fin de cette semaine. Je pense que s'il m'avait pas dit ça, ça se serait arrêté là et puis j'aurais été jusqu'à, je sais pas, peut-être l'hôpital à un moment donné. Sauf que le fait qu'il me dise je veux vous revoir au bout d'une semaine, et en fait, j'y suis retournée. Et là, il m'a dit je vais vous arrêter une seconde semaine. Et puis la semaine suivante, il m'a dit, j'étais en stress à chaque fois. Et il me dit mais pourquoi vous êtes en stress? Et là, je commençais à réaliser à ce moment-là parce qu'il m'a dit si vous êtes en stress, ça sous-entend quoi? Je dis en fait j'ai peur chaque dimanche parce que je sais que le lundi, je vais venir vous voir et que vous allez peut-être me faire reprendre parce que quand même, monsieur, il y a un trou à la sécu, donc on va peut-être pas pousser. Et en fait, maintenant, j'ai peur de reprendre. Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un problème parce que j'avais plus peur d'être en arrêt, j'avais peur de reprendre le travail. Et là, ça a été le début de la fin parce qu'au final, j'ai été arrêtée au final sur une durée d'1 an et je suis jamais retournée. Je ne suis jamais retournée au travail. Quand tu tiens sur la corde pendant des années, après, t'as pas 3 mois d'arrêt, t'as pas 6 mois non plus. Ouais, ça a duré 1 an. Et je ne suis plus retournée en entreprise, à part pour récupérer mes affaires au bout d'1 an, quand j'ai décidé que c'était terminé, quoi. 1 an, je réalisais pas à quel point 1 an, ça fait beaucoup quand sur le papier, mais après, c'est en conséquence, effectivement, je pense, des années que tu as vécues à tirer. Et tu vois, c'est là, je soulève un truc parce que je m'en suis rendu compte aussi, et avec une autre femme que j'ai eu le plaisir d'interviewer, en fait, on a peur d'arrêter notre travail et parce qu'on a ce sentiment de culpabilité, en fait, on se met à mal à chaque fois, chaque jour un peu plus pour se dire il faut qu'on tienne parce qu'en fait, je m'autorise pas le fait de lâcher, de lever le pied pour toujours aller plus haut, être en surefficacité et surproductivité. Et en fait, je me rends compte que on a notre part de responsabilité dans ce burn-out, en fait.
Ah bah, elle est grosse, notre part de responsabilité, même si sur le moment, on s'en rend pas compte. Mais moi, j'ai souvenir, hein, ça faisait des mois qu'on me disait, Lauriel, faut que tu arrêtes, faut que tu te poses, faut que tu... Mais pourquoi tu vas pas chez le médecin? Et moi, le médecin, je l'avais vu peut-être 6 mois avant. Et pareil, j'avais eu des palpitations, tout ça. Donc, et comme je faisais beaucoup de sport, moi, je pensais que c'était lié au sport. Donc, je lui dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème, etc. Et il me dit, mais vous voulez pas que je vous arrête une petite semaine? Et je lui avais dit, si vous m'arrêtez, je pense que je serais incapable d'y retourner. Je le savais inconsciemment. Ça sortait tout seul. Mais dans le quotidien, j'avais 2 équipes. J'avais les formateurs. Donc, c'était mon troisième, voilà, la relation formateur plus mes 2 équipes. J'avais un service client, j'avais une équipe logistique qui gérait, voilà, les salles, la préparation, l'organisation des formations. Et moi, tout le temps, je disais, mais je ne peux pas laisser tout le monde. C'est ça le danger du truc, c'est qu'on est tellement consciencieux que au final, je me disais, mais en fait, comment tu veux que je fasse? Je vais pas abandonner. Moi, c'était mes mots, hein, je vais pas abandonner mes équipes. Elles tiennent. Je vais pas abandonner les formateurs. Ils sont dans la merde si je suis pas là. Et puis ma boss qui en mettait des couches parce qu'à chaque fois, elle voulait absolument, genre, j'étais devenue indispensable, si tu veux. Et j'avais un manager adjoint Tu t'es rendu qui a fini. indispensable. Bah, c'était un peu son discours, si tu veux. Bah, voilà, parce qu'il y avait aussi un peu de manipulation dans l'histoire. Et puis moi, je m'en rendais pas trop compte sur le moment quand on a un manager toxique. C'est ça aussi, hein, c'est que il vous fait passer pour celle qui est indispensable. Tu peux pas. C'était tu peux le faire de chez toi, tu peux le faire de la maison, tu peux le faire, tu peux venir. Quand j'avais des gens absents dans mes équipes, elles me disaient, bah, tu peux remonter à Paris pour t'en occuper, en fait. Donc, à aucun moment, c'était, tu peux pas tout gérer. Et puis moi, quand j'ai pris le job, j'avais un manager adjoint. Pendant cette période de Covid, elle nous a lâchés en me disant, vous êtes une boîte de fous, moi, j'arrête. Donc, je me suis retrouvée toute seule, sans superviseur dans les équipes et avec mes deux services à gérer. Donc, si tu veux, t'as ce sentiment que tu n'as pas le choix. Donc, tu vas chercher, tu vas prendre un peu de repos, tu vas prendre des vitamines, tu fais des cures de magnésium, tu vas au sport parce que tu sais que ça te permet de relâcher la pression et ça s'arrête là. Et puis, à un moment donné, en fait, ouais, c'est le corps qui lâche, quoi. Parce que moi, quand je suis assise tranquille avec mon ordi et que je vois ma montre qui est en train de... Ça s'allume, hein, et tu vois le truc qui monte à 180, 185. Et là, il me dit, mais c'est pas logique. Et je dis, mais même au sport, je monte pas à 185. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? Et c'est là que tu commences à te rendre compte qu'il y a un problème. Et tu es quand même dans le déni. Moi, j'ai bossé pendant des semaines alors que j'étais en arrêt. J'ai continué à bosser. J'ai dit à ma boss, t'inquiète pas, je gère. Alors que officiellement, j'étais en arrêt maladie. Donc, il y a cette période de déni qui est quand même très compliquée. Et puis, il y a ce sentiment de pourquoi moi? Parce que les autres, elles sont encore au boulot, mes équipes, elles sont là. Pourquoi moi, j'ai pas tenu alors que les autres, y tiennent? Et il faut effectivement, il y a tout un cheminement pour pouvoir comprendre qu'on a une responsabilité, qu'effectivement, ben, les autres, ils se sont peut-être pas comportés comme nous, les autres, ils ont peut-être pas tiré autant sur la corde, ils se sont peut-être pas aussi rendus indispensables, ils ont peut-être pas mis la main à la pâte autant que toi pour soulager tout le monde, ils ont peut-être pas fait l'intermédiaire tout le temps entre ben, la direction qui est un peu toxique et puis tes équipes que tu veux protéger, et tu prends tes responsabilités, et là tu te rends compte que bah ouais, en fait, tu es aussi responsable de ce qui t'arrive parce que toi, tu as accepté là où d'autres auraient peut-être refusé. Et quand j'ai vu 1 an plus tard que j'ai été remplacée par 2 responsables, j'étais là, mais quelle conne! Ah ouais, ça c'était le truc où je me suis dit, vous n'avez pas réussi à trouver une petite conne qui pouvait faire les 2 jobs. Et en fait, ils ont créé 2 postes. Et là, je me suis dit, mais mon job a été séparé en 2. Donc ça faisait des années que je faisais le job de 2 personnes. Donc ouais, ça te remet un peu en question. Moi, ça a été mon cadeau mal emballé parce que ça a été vraiment, c'est ça qui m'a permis de découvrir finalement, prendre mes responsabilités dans un premier temps, accepter, parce que si tu n'acceptes pas, c'est compliqué. Et puis ensuite, bah, me reposer pour savoir, bah, ce sera quoi la suite, quoi. Qu'est-ce que tu fais maintenant de tout ça, quoi? C'est dingue tout ce que tu dis parce que
J'ai l'impression, là, tu me replonges 2 3 ans en arrière où j'étais Hum, dans le même état que toi, en mode je vais pas lâcher mes équipes, faut pas que je les abandonne. Et hum, j'ai travaillé sur mon arrêt, alors que bah, moi, à l'hôpital, le médecin m'a dit arrête 3 semaines. Et moi, j'étais là, tac, 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 à faire mes dossiers, les filles et la nana, je faisais des vocaux, je regardais la météo parce que moi, mon travail dépendait de la météo. Et je me rendais encore plus malade parce que je me suis dit, t'as pas le droit d'abandonner. Il y a tes équipes, il y a l'équipe magasin. Et puis j'avais aussi comme toi en fait le fait de ben, je suis indispensable. Je me le suis rendu, mais on m'a fait comprendre que j'étais indispensable et que ben, si en gros il y avait des failles dans mon business, c'était à moi de les combler, d'être présente même ben, si je pouvais pas l'être. Et c'est comme ça aussi que ben, moi j'ai donné, je me suis surinvestie et que j'ai eu toute une forme de déni en me disant non mais t'as un bon poste, t'as des équipes, t'aimes ce que tu fais, faut pas que tu les abandonnes, donne tout. hum. Et comme toi en fait, l'effondrement total, et tu l'as bien dit dans la phase de déni, après ben, du coup on accepte ce qui s'est passé et après ben, on se reconstruit, on se pose et on se dit ben, maintenant c'est quoi la suite en fait, je prends quelle Hum, direction. hum. Et justement, toi, tu as pris quelle direction? Il s'est passé quoi? Parce qu'un an, c'est long, mais à la fois, ça va très très vite. Quand tu as connu ce burn-out, ben, par quoi tu es commencé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en toi? Quelles étapes tu as mis en place pour te relever, te reconstruire et être la L'Oréal d'aujourd'hui en fait? En fait, l'année de mon burn-out, c'était l'année de mes 40 ans. Et moi, je manifeste beaucoup sans m'en rendre compte. En tout cas, à l'époque, je manifestais beaucoup sans m'en rendre compte parce que moi, j'avais dit, je veux que mes 40 ans, ce soit une année exceptionnelle, je veux que ce soit une année marquante. Je savais pas que marquante, ça pouvait être burn-out, en fait. Ça m'a marqué. Donc, en fait, c'était cette année-là. Et en fait, je me suis dit, merde, c'est moi qui, en plus, je le disais, je veux que ce soit marquant et tout. Moi, j'avais pas imaginé que marquant, ça pouvait être dans cet esprit-là. Donc, une fois que j'ai accepté que j'étais dedans, hein, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai coupé, que j'ai arrêté de bosser. J'ai passé un message à ma boss en lui disant, en fait, ça fait des semaines que je te mange, je suis pas en arrêt pour, je sais plus ce que je lui avais raconté, mais je lui ai même pas donné le vrai motif. Je lui dis, en fait, je suis en burn-out et donc je vais couper et je ne répondrai plus aux messages, je répondrai plus aux mails, etc. Donc ça a été déjà mon premier acte. Et après, je me suis dit, bon, bah, foutu pour foutu, j'avais dit que je voulais que ce soit une année forte, mais hors de question que ce soit uniquement dans le négatif. J'aimerais profiter de cette année puisque j'ai du temps et qu'a priori mon médecin était très souple en me disant tant que ça ira pas mieux, vous inquiétez pas, je ne vous remettrai pas dans le bain. Je me suis dit ok, bah, il faut en fait que ce soit que je me prouve que ça n'était pas une année pour rien parce que je voulais pas que ce soit marquant qu'avec un truc de merde en fait. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais tester des choses et je me suis dit c'est l'année où je vais oser. Et je vais pas seulement avoir à raconter que j'ai fait un burn-out, mais aussi je vais profiter pour pouvoir tester tout ce que j'ai pas testé avant. Et donc j'ai commencé à faire plein d'expériences. Donc je me suis dit ah ben j'ai jamais l'énergétique ça m'a toujours attiré mais j'ai jamais osé ben j'ai commencé à faire des soins énergétiques j'ai fait toutes sortes de massages de libération euh, en fait, dès qu'on me proposait un truc nouveau, je disais oui. Voilà. Il fallait que. Donc, on me parlait d'une expérience, d'un truc. Je crois que on m'aurait proposé soit l'élastique, j'aurais dit oui aussi. Bon, heureusement que ça personne m'a proposé parce que je suis une grosse flippette. Mais j'étais vraiment dans cet esprit de ben, ce sera l'année où je vais oser. Et donc, j'ai osé plein de trucs. Et en fait, bah, ça a été magique parce que bah, c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir un peu plus qui j'étais, à comprendre aussi pourquoi moi, pas les autres, pourquoi j'étais tombée, comment je fonctionnais. Et puis, à un moment donné, ça a été hyper fort. Je disais à mon médecin, je vais mieux, mais je sais toujours pas ce que je vais faire. Au niveau boulot, c'était complètement bloqué. J'avais l'impression qu'on m'avait assassiné, qu'il y avait plus rien. J'avais plus rien à donner et que plus jamais je bosserais de ma vie. Je lui dis, par contre, il y a un truc qui m'appelle très fort, c'est que j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de me reconnecter à mes racines. Il m'a dit, bah, allez-y. Ok. Moi, c'était ok pour tout. Je suis partie 6 semaines, ouais, un mois et demi en Martinique. Et là, pas en mode je vais voir la famille, etc., mais je vais m'ancrer. Et donc, j'ai fait énormément d'expériences aussi pour me réancrer à mes origines, à mes racines, à ma famille, à tout ce qui me faisait vibrer, en fait. Et c'est là que l'atelier des kiffs est né, parce que ça a été mon premier bébé, avant même que je sache quoi faire.
Euh, j'ai créé une espèce de concept en comprenant que toi, il y a que le kiff qui te fait vraiment vibrer. Cette notion de plaisir. Je savais pas encore à l'époque que j'étais générateur, mais dans mon profil de Human Design, tout s'est expliqué en. Donc, je me suis mise à fond à faire que des trucs qui me kiffent. Je suis devenue hermétique à voilà, la frustration, tout ça, je connaissais plus parce que je ne pouvais plus aller vers quoi que ce soit qui ne me tente pas. Ne serait-ce que rendre service à quelqu'un, si c'était pas pour me faire plaisir, me faire kiffer, c'était non. Donc, chose que je ne faisais jamais avant. Et puis, au niveau boulot, il y avait toujours rien qui venait. Et là, je me suis dit, il y a quand même un blocage quelque part. Je n'arrive pas à trouver comment je vais me reconvertir. Je fais quoi? À un moment donné, il va bien falloir faire quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à trouver parce que malgré tout, j'étais quand même toujours attachée à mon entreprise puisque j'étais en arrêt, j'étais cadre avec quand même une rémunération, etc. Et donc, du coup, il fallait que je coupe. Donc, j'ai envoyé ma demande de rupture conventionnelle. Une semaine après, ils me l'ont accepté. Et le jour J, tout s'est débloqué. C'est-à-dire que la veille, je savais pas du tout où j'allais. Je me dis, en plus, t'es folle parce que tu vas demander une rupture et après, tu vas être bien dans la merde, t'auras pas de revenus, t'auras rien. Et en fait, à partir du moment où ils ont dit oui, tout de suite, en fait, le soir même, j'en rêvais, quoi. Je me suis dit, c'est l'humain que j'aime, et je vais aller garder ce qui me fait le plus kiffer dans mon boulot parce que le kiff était vraiment devenu mon mot favori. Donc, le kiff, c'est vraiment l'humain, c'est vraiment ce que j'aime, c'est les faire évoluer les gens, sauf que je vais le mettre dans quelque chose qui soit un petit peu plus utile, qui a un peu plus de sens pour moi. Et donc, j'étais persuadée que j'allais aider toutes les femmes à ne pas tomber en burn-out. Donc, ça a été ma première idée. Et je crois que dans les 15 jours, j'avais trouvé l'organisme de formation, j'avais échangé avec Meryl. Et en fait, après, tout s'est enchaîné. J'ai commencé ma formation en avril. Et voilà. Après, ça a été vraiment hyper fluide, quoi. J'étais au bon endroit. J'ai commencé cette formation. Chaque module, je me disais, mais c'est exactement ça. C'est vraiment. Et puis, ça a été en même temps et pour m'apprendre, parce que j'ai beaucoup appris avec cette formation, mais ça a été aussi la formation, puisqu'on pratique tous les outils sur nous, qui m'a permis de clôturer complètement le chapitre du burn-out. Voilà. C'est fort ce que tu dis parce qu'en fait, c'est marquant, mais tu accentues sur le fait qu'il faut vraiment que ça passe par soi. Tu as fait tout un chemin de travail sur toi et moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire, il faut travailler sur soi. Peu importe après ce que l'on fait, hein. Toi, tu as fait des soins énergétiques, moi j'en ai fait aussi, il y en a qui vont être hermétiques à ça, mais toi, c'est très fort parce que tu allais te connecter, te reconnecter à tes racines pendant quand même 6 semaines, ce qui n'est pas rien. Mais à la fois, je sens ce tiraillement de, effectivement, vu que tu étais encore sous contrat, même si tu étais en arrêt, tu te libères, oui, mais tu as toujours cette attache en fait. Et c'est fou que, Ouais. comme quand tu as coupé, tu sais, ça me fait penser quand on fait le bonhomme allumette, quand on coupe en Exactement. deux et qu'on sépare. Ouais. Terminé. Et toi, c'est comme s'il fallait que tu coupes vraiment ce lien pour que tu te dises, Oui. ça y est, bah là, Lauriel de maintenant, elle est pleinement là. Et ça, c'est deux côtés. L'ancienne Lauriel, voilà, c'est derrière moi Ouais. en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça s'est. Et moi, j'étais surprise. Je me suis dit, mais je me réveille le matin, je dis, mais je sais. C'est comme si tu as eu, voilà, une bénédiction, un truc, je sais. Et le je sais, alors évidemment, le projet a évolué au fil du temps, mais j'étais alignée complètement avec cette décision. Il faut que j'aille me former. C'est le développement personnel qui m'intéresse. Je vais coacher, je vais accompagner des femmes. Ça, c'était déjà dans ma ligne de mire. Et en fait, après, tout s'est enchaîné. Ben en fait, vu que tu t'es libéré finalement d'une chose qui te générait peut-être encore inconsciemment du stress, parce que quand tu es encore attaché, tu te dis ben, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il va falloir que j'y retourne? Comment ça va se passer les démarches? Alors qu'en fait là, tu t'es dit ça y est, ça a été accepté, j'ai pas besoin de forcer, j'ai envoyé ma lettre et c'est passé comme une lettre à la poste. Parce que moi, j'ai eu le même ressenti que toi, hein, quand je devais aller toquer au bureau de mon patron et que je le regarde, je ravale ma salive et je dis je peux plus, faut que j'arrête. Et là, je m'effondre. Il me dit, mais Solène, je m'en doutais. Et là, je me dis, en plus, il s'en doutait. Donc, même pas, il a pris le temps, quelques semaines auparavant, de me dire, Solène, ça va, je te sens pas bien. Non, il a attendu que j'aille à l'hôpital. Et quand il m'a dit, ok, c'est bon, c'est validé, on s'est mis d'accord. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, ok, t'as encore 3 mois à faire. Et là, c'était en mode, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, où j'allais. Je me suis dit, allez, tu sais que t'as une porte de sortie. Et il y a déjà un point en moins où je me suis dit, dans 3 mois, t'es plus attaché et il y a une nouvelle vie qui va s'ouvrir, quoi. Complètement.
Au milieu de tout ça aussi, on parle du burn-out, de ta reconstruction, mais il y a un sujet aussi qui est important et je sais que tu en parles librement et je trouve ça très touchant, mais tu as aussi une alopécie et je sais que ça fait aussi partie de ton cheminement, de la Laurielle que tu es aujourd'hui. Et est-ce que tu veux bien en parler, nous dire aussi peut-être ce que c'est, comment tout ça s'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, effectivement, dans tout ce cheminement, alors ça faisait déjà pas mal d'années aussi, mais clairement, j'étais tellement dans mon dans mon dans mon quotidien que je m'en rendais même pas compte. Mais effectivement, j'ai une alopécie, j'arrive même plus à me rappeler depuis quand. Ça arrivait très jeune. J'avais une vingtaine d'années où j'ai eu ma première chute de cheveux. C'est-à-dire que j'étais chez un médecin d'ailleurs, chez la gynéco, qui me dit mais vous avez un petit trou là devant et tout. Je suis ah bon et tout. Et en fait, elle me dit ah ça doit être dû au stress. Effectivement, à l'époque j'étais en alternance, donc oui ça date il y a très longtemps. En alternance dans une entreprise où, enfin, j'étais avec un patron qui m'adorait mais qui était un tyran. Il était en vraiment émotion. À 10 le matin, à 2 le soir, et il me martyrisait dans tous les sens. Donc j'avais énormément de stress. Et j'ai découvert à cette époque-là cette première petite chute de cheveux qui, au fil du temps, s'est un peu accentuée. Et donc, du coup, j'ai eu ma première grossesse. Bon, la grossesse avec le changement hormonal, ça donne énormément de cheveux. Donc après, ça a repoussé. Et puis après ça, hop, de nouveau un petit trou quelques années plus tard. Et à un moment donné, ouais, ça commençait à être un petit peu costaud sur le dessus du crâne en plus. A priori, j'ai été accompagnée par des médecins, des spécialistes dans tous les sens. Et quand le truc est tombé en me disant que c'était une alopécie androgénétique, je savais que voilà, c'était lié à la famille. Bon, après, plusieurs années à rechercher dans tous les sens, effectivement, toutes les femmes de ma famille côté père étaient touchées. Et donc, à un moment donné, tu commences à avoir un petit trou et puis un deuxième. C'est pas comme un mec qui devient chauve et petit à petit, la surface s'agrandit. C'est vraiment un petit là, après un petit à gauche, après ça repousse à gauche, hop, ça repousse à droite, ça tombe à droite. Donc, ça commençait vraiment à me complexer. Et quand ça a été un petit peu plus important, en fait, j'ai commencé à tricher. Donc, bon, on me disait tout le temps, ouais, mais vous les blacks, vous pouvez mettre des tissages, faire des perruques, etc. Ouais, nous les blacks, on peut faire ça. Sauf que moi, je l'ai toujours pris comme une punition parce que c'était pas un choix. Donc pendant plusieurs années, quand j'étais manager, j'avais toujours, voilà, je changeais de coupe régulièrement, etc. Mais même si j'étais toujours complimentée, j'avais une coiffeuse qui respectait mes cheveux, enfin qui était très bien, etc. Il n'empêche que on savait quand même que moi je savais plutôt, parce qu'on savait, personne ne savait, c'était secret défense pour tout le monde, mais moi je savais que c'était aussi pour cacher une partie de mon problème entre guillemets. Et pendant la formation de coach, donc ça a duré, je sais pas, plus de 10 ans. Pendant la formation de coach, on travaille sur soi. Et burn-out, finalement, ça commence à être bien derrière moi. En revanche, ce sujet est revenu sur le tapis. Et à un moment donné, j'ai été vraiment dans une phase de j'en ai ras le cul, quoi. J'en ai vraiment marre de me cacher tout le temps, de pas être moi. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai commencé à me dire, je crois qu'il est temps que j'enlève cette perruque. Et dans le même temps, on continuait la formation, on échangeait avec Meryl. Moi, j'étais dans la formation avec un groupe de femmes et j'en ai jamais parlé. Et pendant ma formation, je me suis retrouvée, donc il y a eu l'été, je suis partie en Martinique de nouveau. Et là, ça m'a pris comme voilà une envie de pipi, quoi. J'ai dit, allez hop, je vais me trouver un coiffeur visagiste. C'était important pour moi parce que je voulais vraiment quelqu'un qui comprenne ma problématique et pas quelqu'un qui m'aide à tricher de nouveau. Et je lui ai dit, je veux assumer. Et j'aimerais une coupe où je peux assumer mon problème. Ça a été magique, cette rencontre. Il m'a coupé les cheveux. Et donc, entretien en visio avec les élèves 2 jours après. Et là, je me retrouve cheveux courts, vraiment coupe très courte.
Et là, tout le monde qui me dit « Oh là là, Lauriel, mais c'est tellement toi » et tout. Et moi, hyper vexée à dire « Mais comment ça? Mais j'étais moi avant, en fait. » Et non, mais là, je sais pas, on voit mieux ta personnalité, tout ça. Je me rappelle Laura qui me dit « Non, mais finalement, t'avais toujours une mèche. C'est comme si tu cachais une partie de toi. » Et là, pour la première fois de ma vie, je leur dis « Mais c'est pas juste une question de style. J'ai une alopécie. » C'est la première fois que j'en parlais par ma mère et mes enfants et mon mari, personne ne savait en fait. Donc là, première fois que j'en parlais comme ça, en disant mais en fait c'est pas du tout une question de style. J'ai une alopécie, ça me bouffe la vie depuis des années. Et là, voilà, j'ai envie d'être moi et donc j'ai trouvé un coiffeur. Je vais profiter d'être chez moi pour trouver quelqu'un qui sait couper des cheveux crépus, etc. Et qui me les a coupés. Et là, les filles, toutes bluffées à dire, Meryl, elle en a pleuré, quoi, à me dire, mais enfin, on sentait, c'est comme si cette mèche cachait quelque chose, mais en même temps, on savait pas quoi, parce qu'on connaissait pas toute ton histoire. Donc ça a été ma première étape pendant cette formation. Et finalement, un peu plus d'un an après, toujours pas OK. Alors, j'étais OK avec cette décision parce que j'en parlais du coup à tout le monde. Maintenant, c'était le sujet, l'alopécie, tu connais pas? Bah ouais, c'est des femmes aussi, les hommes, tu perds tes cheveux, machin, nan. Ça m'avait libéré déjà la parole, mais j'étais toujours pas OK avec l'apparence. Parce que le beau, pour moi, ça fait quand même partie de mes valeurs. Voilà, j'ai toujours aimé voilà, que ce soit beau. Pour moi, on m'en fout des autres. Moi, je regarde pas les autres, c'est pour moi. Si je me sens belle quand je sors le matin, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Et là, j'étais pas en accord parce que je voyais encore ce trou, fallait toujours essayer de camoufler. Et puis, t'as une copine qui te dit, ça te dit qu'on aille se faire un spa. Et moi, le premier truc auquel tu vas penser, c'est oui, quand je vais prendre l'eau, ça va se voir et tout. Donc, t'es quand même pas complètement tranquille en fait avec ça. Et donc là, le cheminement a continué. J'ai commencé à me dire que peut-être qu'il faudrait raser tout court en fait. Et ouais, ça a pris plusieurs mois parce qu'il fallait que je sois OK avec cette décision, que mon mari soit OK aussi, que j'en parle à mes enfants. Donc le temps de préparer un peu tout le monde. Et en fait, ouais, ça a pris 3 ans entre le moment où j'ai décidé de les couper et le moment où je me suis rasé la tête. Ça a mis, voilà, j'ai eu plusieurs étapes. Et donc, je me suis rasé les cheveux. C'est mon mari d'ailleurs qui a passé la tondeuse là. J'ai mis une semaine à sortir de chez moi parce que je me reconnaissais plus et que voilà, de nouveau, pas beau pour moi. C'était pas une question de j'étais pas en accord ou j'ai regretté ma décision. C'était vraiment non, ça me plaît pas ce que je vois dans le miroir. Qu'est-ce que je fais? Et donc, ouais, j'ai mis une semaine avant de trouver un style, trouver un maquillage. J'ai retravaillé un petit peu tout ça pour avoir un look, un style qui correspondait à celle que je voulais montrer au monde. Et après, voilà, ça a été la fin de ce chapitre alopécie. Et aujourd'hui, des fois, je rencontre des gens qui me disent alors, mais ça repousse et tout. J'en sais rien, je m'en fous en fait. Et il y a pas longtemps, l'année dernière, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui lançait son entreprise et qui avait justement tout un process pour pouvoir traiter les alopécies. Et elle m'expliquait qu'avec son appareil, elle faisait repousser les cheveux, etc. au bout de quelques mois. Et moi, j'étais hyper emballée, à l'empuissancer en lui disant mais c'est génial, tu vas aider tellement de monde. T'imagines pas la douleur que c'est pour des femmes, pour des hommes de perdre leurs cheveux comme ça. Parce que pour les femmes, ça représente la féminité. Enfin, moi, c'était ça. C'était pas de cheveux, t'es pas féminine, quoi. Et à un moment donné, je la regarde et je lui dis, mais c'est con parce que je pourrais te dire, moi, je vais essayer, mais je me sens pas concernée. Je lui dis, c'est génial pour tout le monde, pour toutes celles qui souffrent de ça. Mais là, aujourd'hui, tu pourrais me dire que ça m'aiderait à repousser mes cheveux, je m'en fous, je me sens même plus concernée par le sujet. Donc ouais, il y a eu ça aussi dans toute cette évolution. Il y avait le boulot, mais finalement il y avait aussi le perso parce que souvent il n'y a pas qu'un dossier. Hein. Donc oui, il y a eu aussi cette époque très très compliquée où je ne ressentais pas, mais finalement les autres ressentaient que je n'étais pas complètement moi-même, j'étais pas complètement authentique, alors que moi j'étais sûre que c'était juste une question de cheveux, quoi, et que finalement, il n'y avait pas tout un côté émotionnel aussi derrière.
Tu m'as coupé le souffle. Enfin, on me voit pas, mais j'en ai les larmes aux yeux depuis tout à l'heure. Je pense que tu dois le voir, mais en fait, ça me touche parce que je vois la femme belle que tu es devant moi et en fait, tu es un bel exemple. Et je me dis, mais j'ai une fierté déjà de pouvoir interagir avec toi et de me dire que tu es un exemple de vie et de femme pour moi aujourd'hui, chose auquel je n'imaginais pas ça il y a 2 3 ans quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu et traversé du haut de mes 30 ans parce que je me rends compte que beaucoup de personnes me disent mais tout ce que tu as vécu Solène du haut de tes 30 ans et tout et oui je me rends compte que ça fait la femme que je suis aujourd'hui et que tu en parles avec autant d'authenticité, de force, c'est puissant. Et en plus, je me dis, elle a un homme, un mari extraordinaire qui, en plus, c'est la symbolique de c'est lui qui te rase les cheveux, c'est lui qui t'a alerté pour le burn-out. Donc, je me dis, elle a un entourage qui l'a aidé aussi à cheminer, à être elle. C'est vrai que c'est l'entourage, pour moi, je trouve que c'est hyper important d'être bien entouré dans ces moments de vie-là. Et t'as franchement un mari exceptionnel, hein. On le veut tous, hein. Donne-nous la recette. Hein. Il a des défauts comme tout le monde, hein, je te rassure. Ah, pas si parfait que ça, le monsieur. Ouais, mais c'est vrai que là-dessus, il a toujours été présent et encourageant. Et pendant des années, en fait, c'était mon bonheur en premier, quoi. Ça, c'est vrai que je m'en suis pas toujours rendu compte sur le moment, mais effectivement, ouais, j'ai beau. Alors, je sais que j'ai un mari exceptionnel, hein, c'est pour ça que je le garde, hein. Mais c'est vrai que là-dessus, il a été très présent. Et je me rappelle après m'être rasé les cheveux, lui, il était pas très à l'aise. Tu vois, on a une période, c'était pas tout rose, hein, on a une période quand même. Quelques semaines compliquées parce que je voyais qu'il était pas à l'aise, alors que moi, c'était complètement accepté. Et en fait, dès que je sortais quelque part, les gens réagissaient. Et moi, enfin, j'oubliais en fait. C'est les gens qui me faisaient me rendre compte que ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tu m'as pas encore vu comme ça et tout. Ah oui, c'est vrai, je me suis rasé les cheveux. Et donc pour moi, c'était ok. Bon, mes enfants, ma petite qui était pas très à l'aise non plus à dire maman aime pas trop, et puis l'autre qui me disait maman faut que tu te mettes des grandes boucles d'oreilles, tu verras ça va t'aller super bien et tout. Donc c'était ça mon entourage. Et mon mari en fait, quand on a fini par en parler évidemment, il me dit mais moi je vois le regard des gens. Je dis ah bon. Je vois jamais rien. C'est très drôle, depuis toujours je vois jamais rien. Et il me dit oui, bah tu vois pas certains hommes dans la rue. Et donc il était en mode défense tout le temps. Faut pas attaquer ma femme, faut pas mal regarder ma femme, etc. Sauf que moi, comme je suis alignée à ce que je fais, j'en ai rien à battre. Et c'est les gens qui m'interpellent. Et j'ai été, mais je pense que de toute ma vie, je crois qu'en plus j'ai toujours été un petit peu mignonne quand même. Ma mère m'a toujours dit t'es trop mignonne et tout. Mais je n'ai jamais été autant complimentée depuis que j'ai fait ça. Et en fait, je me disais, mais attends, avant j'étais plus fine. Non, mais il y a une époque, j'avais des beaux cheveux quand même. Mes enfants aussi, j'ai des filles qui ont de beaux cheveux et tout. Personne m'a jamais fait autant de compliments. Et en fait, j'enlève les cheveux et c'est là que je commence à être valorisée. Je me disais, c'est complètement fou parce que c'est pas les cheveux qui comptent en fait. C'est pas l'apparence. Je vois aujourd'hui, voilà, j'ai 46 ans, j'ai pris du poids, je suis en plein dérèglement hormonal. Et en fait, je me dis, mais ouais, quand je regarde mes photos quand j'avais 30 ans, je me disais, mais à l'époque, tu faisais vachement de sport, t'étais en forme, t'étais fit, et non, en fait, je crois que je m'aimais pas autant que je m'aime maintenant. Et c'est là où tu commences à prendre conscience que, et mon mari, j'ai beaucoup travaillé là-dessus en lui disant, mais les gens, c'est pas ma vie. Regarde, j'étais plus fine, j'avais des cheveux, etc. Ils faisaient quoi? Ils étaient pas là pour moi, ils étaient pas présents, ils payaient pas mes factures. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement? Ce qui compte, c'est que moi, aujourd'hui, s'il y en a une qui m'appelle pour me dire est-ce que ça te dit d'aller au spa l'après-midi, la première chose que je réfléchis, c'est quel maillot de bain je prends. Et ça, c'est puissant. Quand je pars en week-end avec mes copines, je suis pas en train de me dire avant de me lever le matin, faut que je m'arrange la tête avant de partir. Non. Ce qui me fait plaisir et qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est qu'à la seconde où tu me proposes une activité ou quoi que ce soit, je suis déjà on fire. Et je n'ai pas une pensée pour comment je vais mettre. Est-ce que mes cheveux ceci? Est-ce que quelqu'un peut m'aller? Est-ce que j'ai pris ma poudre pour recacher le trou à la fin? Non. Et je lui dis ça vaut tout l'or du monde. Et je pense que quand tu commences à être dans ce mindset-là, t'es tellement aligné, tellement du coup heureuse, parce que pour le coup là maintenant, il y a plus de problème, tu vois, tellement heureuse
que du coup tu vibres ça et tu le dégages et les gens en face, et oh, madame, je vous ai vu arriver. Moi, je me suis fait choper dans les toilettes, quoi, à me dire, excusez-moi, mais vous ai vu arriver, mais qu'est-ce que ça vous va bien, mais quel courage d'avoir osé. Je dis non, c'est pas du courage. Ça s'appelle pas ça du courage. C'est juste que, voilà, moi d'abord maintenant, en fait. C'est tout. J'ai pas les mots, en fait, tu me les enlèves parce qu'en plus, physiquement, t'es là. Je sais à quel point t'es une femme et t'es belle. Et ce rouge à lèvres, il te va merveilleusement bien. Et ces boucles d'oreilles, ta fille avait 100% raison. Elle a 100% raison. Ouais. Tu es une femme. Et puis quand je vois tes vidéos, quand tu danses, tu es la femme incarnée sous tous ses angles. Enfin, c'est incroyable. Mais tu es une source d'inspiration. Mais je te dis depuis tout à l'heure, je retiens mes larmes. J'ai pas mis de mascara cette fois-ci. J'ai fait exprès. Parce que je me connais, je suis sensible, pour pas dire hypersensible. Mais en fait, je me dis que quand je te vois maintenant, parce que moi je t'ai pas connue avant et je sais qu'on a fait la même formation, on est passé entre les mêmes mains de cette femme exceptionnelle qui est Meryl, je me dis mais cette puissance et le fait que maintenant je vois ton évolution, ton parcours, parce que je te suis, parce que tu sais que tu m'inspires et que tu es mon mentor et que tu m'as aussi accompagnée. C'est aussi grâce à toi que j'en suis là. Tu as été d'un soutien, tu m'as aidé à développer mon business de par la formation. Et déjà, je me dis, mais déjà, quelle chance que j'ai d'avoir une femme exceptionnelle comme ça dans ma vie, qui m'a aidée et qui m'a accompagnée. Et je me demande, du coup, si aujourd'hui, ton alopécie avec ce burn-out, pour toi, ça a été un cadeau finalement pour en être là aujourd'hui et avoir le business que tu as en fait. Est-ce que ça t'a aidé dans ta reconversion ou pas, tout ce que tu as vécu, traversé en fait? Alors, tout m'aide parce que les femmes que j'accompagne, ça part de moi en fait. Donc, souvent, je me prends en exemple pour montrer que c'est possible. Je me prends en exemple parce que souvent, on vit des choses similaires finalement, nous les femmes. Le burn-out, je l'ai vraiment considéré comme un cadeau mal emballé parce que je me suis dit, lui, il m'a permis vraiment de stopper dans ma connerie parce que clairement, j'avais déjà 40 ans quand même, donc il était temps. Donc je l'ai vraiment vu comme ça parce que c'est lui qui m'a permis vraiment de me recentrer et de m'aligner vers ma mission de vie. L'alopécie, je l'ai jamais considéré comme un cadeau. Je l'ai plutôt considéré comme mon épreuve de vie. C'est-à-dire que elle est là depuis longtemps. Elle avait forcément des choses à me dire. Elle m'a appris aussi que la féminité, c'était pas avoir des cheveux ou des seins. Enfin, moi, c'était ça. T'as des seins, t'as des cheveux, t'es une femme. Donc, elle m'a permis de me libérer sur des croyances. Et ça, par contre, ça a été le cadeau pour me permettre d'être plus authentique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que quand on me trouve belle, en fait, je me dis, mais la beauté, c'est tellement subjectif parce que je pense pas être plus belle que ça, en fait. Je pense juste que je suis une belle personne. Ça, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Mais c'est surtout que quand tu es connecté à vraiment celle que tu es, à ce que tu as envie de faire, aux personnes à qui tu as envie de donner, parce que moi, je suis beaucoup dans le don, et en fait, ça rend beau. En fait, quand on fait du bien, ça rend beau. Quand tu dis que tu as la chance d'être accompagné par des belles personnes, mais parce que tu es une belle personne aussi et parce que moi, je considère que je suis entourée aujourd'hui de belles personnes parce que j'attire à moi aussi ce que je vibre, tout simplement. Et du coup, il y a une espèce de connexion un peu naturelle qui se fait, que ce soit avec mes clientes, que ce soit avec mes élèves, que ce soit avec mes mentors. On est toutes un peu dans cette même énergie. Et du coup, oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une belle personne. Du coup, elle a accompagné une belle personne et moi, je transmets de nouveau à des belles personnes. Et pour moi, la boucle, elle fonctionne comme ça. En fait, j'ai l'impression que cette alopécie, finalement, ça a été enfin, c'est comme ça que moi je le perçois, mais en fait, un cadeau pour être la femme que tu es aujourd'hui, te révéler en fait. C'est Oui. tu sais, le diamant qu'on vient tailler pour l'entretenir et lui donner son éclat. Et en fait, ton alopécie, c'est le diamant et que toi, tu as décidé de tailler en fait pour le révéler et briller. Et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Et tu parlais que
d'authenticité. Et je trouve qu'aujourd'hui, un business, ce qui fait toute la différence, c'est l'authenticité qui s'en dégage parce que l'humain reste au cœur des préoccupations malgré l'IA, la robotisation, l'informatique. Enfin, moi personnellement, j'achète quelque chose, je vais vers quelqu'un parce qu'il y a de l'humain, il y a de l'authenticité, il y a quelque chose, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de coachs, tu vois, qui se sentent en concurrence ou qui ont un peu de mal à trouver leur place, etc. Je me dis, mais je m'en fous, en fait. Il n'y a pas deux Lauriel Mon Désir. Il n'y a pas deux personnes qui ont mon histoire. Il n'y a pas deux personnes qui ont mes blessures, qui ont mon parcours. Et effectivement, là où j'ai fait le choix, je changerai sûrement d'avis peut-être un jour, mais pourquoi j'ai fait le choix de continuer à accompagner l'humain et à pas créer des programmes virtuels, etc. C'est parce que je me dis, le reste, je sais pas, l'intelligence artificielle peut le faire. Mais là où moi j'interviens, c'est pour te dire, là, je pense que t'es dans l'erreur. Là, t'as pas compris ce que je t'ai demandé. Là, t'es en train de tourner autour du pot. Il y a que moi qui peux le faire en fait. Et c'est aussi ça que je privilégie aujourd'hui, c'est que moi je suis présente. Et quand j'accompagne quelqu'un, je suis à 100% présente avec elle. Et tout le monde le fait pas comme ça. Donc ouais, c'est une façon de voir les choses. Chacun gère à sa façon, mais en tout cas moi pour l'instant c'est ce que je privilégie et c'est ce qui fait aussi ma force dans mes accompagnements. Je suis Et, toujours là. Et à la fois, en fait, c'est toi, justement. Enfin, moi, je sais ta disponibilité, je sais ta présence, vu que de par la formation que j'ai faite, tu étais là, puisque tu faisais Mm. partie des formatrices. Et c'est vrai que maintenant, quand je revois le cheminement, parce que moi, c'est vrai que je suis partie de l'atelier des kiffs, et quand je vois que tu es partie après sur Oser s'incarner, etc., maintenant que je suis plongée dans ton histoire, en fait, tout ton business, c'est ton histoire. Et maintenant, tu vois, c'est Mm. impressionnant. Et c'est là toute cette authenticité, cette magie, ce côté humain. Et en fait, je trouve que finalement, cette reconversion, parce que tu t'es aussi reconverti, je pense, grâce à tout ça, ou en tout cas parce que tu Mm. en as fait des moteurs, ça fait la Laurielle de maintenant, en fait. Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, l'atelier des kiffs m'a porté pendant 3 ans. C'est devenu le nom de mon entreprise. Et tu vois, même sur les réseaux, en fin d'année, j'ai créé mon premier dîner. C'était mon premier événement format présentiel, dans un cadre élégant, avec une vraie mission d'empowerment. Je voulais vraiment faire ça comme je l'avais imaginé. Et à la suite de ce dîner, je me suis sentie tellement élevée que je me suis rendu compte que l'atelier des kiffs ne me portait plus. C'est-à-dire que le kiff était maintenant complètement intégré. Ça, il y avait plus besoin de le porter avec un nom. Et en fait, ouais, depuis janvier ou décembre, je sais plus. J'ai même sur Instagram, il y a plus l'atelier des kiffs en fait. Il y a juste Lauriel Mon Désert. Je suis juste moi. J'ai même plus besoin de ce nom pour porter mon message et mes valeurs. Donc ouais, enfin mon évolution, mon histoire a mené à mon entreprise et à ce que je transmets parce que j'ai aussi beaucoup évolué dans ce que je transmets aujourd'hui en coaching parce que moi-même j'ai grandi et je continue à travailler sur moi et que du coup ça me permet de continuer à faire évoluer aussi mes clientes. Et c'est ça, je pense, toute la force aussi d'une personne dans son business, c'est que on continue sans cesse de travailler sur soi parce que notre business Mm. part de nous. Donc il faut sans cesse qu'en fait, entre guillemets, on réajuste et on se réaligne parce que la société évolue. Aussi, nous, la maturité, l'âge, l'expérience, les épreuves de Ah, vie. Et en fait, il faut essayer de faire en sorte qu'on soit jamais trop en décalage parce que sinon, c'est là où aussi notre business ne tient plus la route. Et nous qui sommes dans l'accompagnement, dans l'humain, si on ne va pas bien, on ne peut pas pleinement bien accompagner des personnes. Et moi, je m'en suis rendu compte avec mon divorce, c'est que j'ai tout mis en place pendant un an, parce que déjà moi-même, j'étais en survie et j'essayais de mm. vivre et de remonter la pente. Donc je me suis dit, en fait, tu ne peux pas accompagner des personnes qui ont des problématiques si toi, tu ne règles pas tes problèmes, en fait. Ouais. Tout part de nous en fait. Ça, c'est dans les métiers d'accompagnement, je pense que ça c'est essentiel. C'est aussi pour ça, même dans la formation de coach, on vous dit, il faut d'abord expérimenter tous les outils. Vous êtes vos premiers cobayes avant d'aller transmettre quoi que ce soit. Faut savoir de quoi tu parles. C'est pas une jolie histoire que tu vas raconter. C'est surtout ce que tu as expérimenté et pour pouvoir ensuite le transmettre. Donc oui, ça part de nous.
Je pars aussi du principe que moi, je fais pas de distinction entre le pro, le perso. Pour moi, tout est lié. Si ça va mal dans ton pro, il y a une répercussion sur ton perso. Si ça va mal dans ton perso, c'est pareil. Donc, ouais, il faut se prendre en main et il faut continuer à être mentoré, à être accompagné. Ça, je trouve ça essentiel parce que bah, il y a pas de fin, quoi. La fin, c'est quand on n'est plus là. Et donc, on continue à avancer. On va avoir des déclics sur des blessures, des blocages qu'on n'avait pas vus avant. Moi, j'ai beaucoup travaillé la relation à l'argent l'année dernière. Avant, pour moi, c'était bah, non, pas de problème. Et puis voilà, c'était pas mon sujet. Mais bah, une fois que moi, je vois ça comme des dossiers en fait. Il y en a plein. Donc, quand on a traité un, ben suivant. Ben en fait, il y en a un autre qui arrive et puis t'avances. Parfois, c'est épuisant. Donc, il faut savoir se foutre la paix. Il faut savoir aussi faire des pauses. Il faut savoir lâcher prise. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver encore? c'est, c'est fou. Mais je trouve que c'est beau de se demander qu'est-ce qui va nous arriver encore, qu'est-ce qui nous attend, parce que ben, jusqu'à la fin de nos jours, enfin, moi je pars du principe que on va évoluer, on va grandir et qu'on en apprend ben, sur soi de par tout ce qu'on met en application, mais on apprend aussi des autres. Moi j'apprends de toi, j'apprends des personnes que j'accompagne, j'apprends des élèves à l'école, et parce que j'ai décidé aussi d'accepter de vouloir me nourrir et d'évoluer comme ça aussi, attention. Complètement. Ah oui, complètement. Et justement, est-ce que ben, maintenant que tu nous as expliqué un petit peu tout ce beau parcours qui, franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois, j'ai pas sorti ma boîte de mouchoirs, la prochaine fois je vais prévoir les petits mouchoirs. J'ai pas mis de mascara, j'ai pas pensé aux mouchoirs. La prochaine fois je ferai les deux. Mais est-ce que tu peux maintenant expliquer ce que tu fais concrètement, qui t'accompagne, et, comment, s'il y a des personnes aussi qui ont besoin de faire appel à toi ou ne serait-ce que d'échanger, voilà. Alors, en coaching, j'accompagne. Alors, je fais du collectif, mais je fais beaucoup surtout d'individuel. Euh, J'accompagne les femmes fortes qui, ouais, bah voilà, c'est un peu mon parcours aussi. C'est les femmes qui ont tout porté, qui portent tout souvent pour tout le monde et qui, à un moment donné, se rendent compte que ça commence un peu à fissurer. C'est des femmes souvent qui n'ont pas trop de problèmes en termes de business. J'ai beaucoup de femmes. Alors c'est pas, c'est venu un peu comme ça, mais j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs dans mon entourage, et donc du coup j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs. En général, le business, ça va. Parce que quand on est femme forte, on avance, on agit, on y va et finalement, ça fonctionne. En revanche, le perso est un peu plus souvent fragiles parce que justement elles n'ont pas pris le temps de s'occuper de justement ces blocages, de tout ce qu'elles ont mis souvent, comme on dit, sous le tapis. Et du coup, ça crée des problèmes relationnels. Ça peut aussi faire que c'est des femmes qui se sentent souvent seules. C'est des femmes qui se sentent pas comprises. Et en fait, ma mission, c'est de les aider à oser regarder un petit peu ce qu'il y a sous le tapis, euh, leur apprendre à se prioriser. Et ça, c'est toujours pour moi hyper important parce que burn-out, toujours pour moi en deuxième ligne. Donc, ma mission, c'est de les aider à se prioriser, à se connaître vraiment pour qu'elles puissent avoir un business encore plus florissant, sans se cramer. Et je sais que tu as une petite spécialité, le bottage de fesses. Et pour toi, ça veut dire quoi concrètement le bottage de fesses? Parce que moi, j'adore, hein, ça me parle, hein, mais... Mais il y a pas longtemps, je me suis rappelé où j'avais pris cette expression parce que c'est venu. J'avais fait une formation business et puis et effectivement, c'est un mot qu'elle utilisait beaucoup. Et en fait, c'est un peu devenu ma signature de coaching parce que ouais, j'ai pas trop ma langue dans ma poche. En fait, j'accompagne pas en douceur, même si on me dit beaucoup, hein, mes clients me disent t'es hyper posée, t'es bienveillante, t'es douce, etc. Je suis douce, mais je bouscule. Et bottage de fesses, c'est parce que je fais pas le tour du bocal 10 fois, ni pour dire les choses, ni pour t'arrêter quand tu vas tomber, parce que parfois je retiens celles qui risquent de tomber, mais je pousse aussi celles qui ne veulent pas avancer. Donc, bottage de cucu, parce qu'au final, ouais, avec moi, on avance quoi. Et
on regarde pas, on contourne pas les problèmes, on les affronte. Donc moi, je n'accompagne pas des femmes qui veulent garder sous le tapis encore un peu. Je suis pas trop dans la douceur, j'avoue, dans mes coachings. C'est, je vais mettre toute la bienveillance du monde, mais à partir du moment où on y va, quoi. Et tu me la fais pas à l'envers, et tu me sens pas toutes les excuses, parce que je dis tout et je vois tout. Donc voilà. Bah, d'un côté, c'est ta signature et à la fois, ça te ressemble vraiment. Après, moi, je suis comme toi. Hein. Moi, je dis souvent, je suis pas là pour faire de cadeaux, mais c'est pas méchant, c'est dans le respect, la bienveillance. Mais moi, les personnes qui vont pas actionner, on n'est pas là pour trier des lentilles. Donc, si tu fais appel à moi, c'est pour qu'on avance et t'attends en fait à ce qu'on arrive au résultat que toi tu veux. Et moi, je veux t'amener à ce résultat-là. Donc, on y va en fait. Donc, effectivement, on botte le popotin. Moi, je dis toujours, faut se bouger l'oignon et sortir les doigts des fesses, quoi. Ouais, complètement. À chacun son truc. Mais, mais en tout cas, enfin, ton parcours, même moi, hein, je te dis, des fois c'est volontaire de ma part que je creuse pas plus parce que c'est toujours plaisant de découvrir ou de redécouvrir. Et je te jure, Lauriane, mais tu m'as emporté et je suis sûre que tu vas emporter plein d'autres femmes. Je sortais vos mouchoirs, en fait, j'aurais dû le dire avant, tu sais, plutôt que de le dire à la fin, c'est trop tard. Et justement, j'aime bien poser cette question parce que je sais que j'aime bien donner le mot de la fin, mais s'il y a une femme qui est amenée à justement écouter tout ce parcours et ton histoire et qu'elle se reconnaît dedans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, qu'est-ce que tu aimerais lui passer comme message à cette femme? Qu'est-ce que je passerais comme message à cette femme? Alors, il y a deux mots que j'utilise beaucoup depuis un an. C'est puissante et vraie. Parce que dans mon cheminement, en fait, j'ai pris conscience que la vulnérabilité, c'était pas un défaut. Et c'est quand je me suis ressentie hyper puissante en devenant vulnérable. Tu vois, en enlevant ses cheveux, par exemple, pour moi, c'était clairement mettre à nu ma vulnérabilité. Mon problème, voilà, ma féminité, puisque je faisais le lien avec la féminité. Et pour autant, c'est cet acte-là qui m'a permis d'être pleinement puissante. Donc, je dirais à cette femme que si elle a envie d'être vraie, parce que pour moi, être vraie, c'est justement pas avoir tous ces masques que l'on porte sans s'en rendre compte. Si elle a envie de se sentir une femme puissante, être puissante pour moi, c'est pas non plus écraser tout le monde. C'est juste se sentir pleinement forte, tu vois. Si signifiant pour moi, il n'y a pas le regard qui te tue, il n'y a pas le jugement, il n'y a pas le machin, parce que tu t'en fous. Tu sais, et tu sais exactement qui tu es et comment et ce que tu vibres. Cette puissance-là et cette vérité-là, si tu veux aller les chercher, il faut que tu travailles sur toi. Ok, ça fait pas forcément hyper plaisir. On n'a pas toujours on n'est pas dans un kiff ultime à aller travailler sur ses blessures, comprendre ses schémas, comprendre ses croyances, etc. Mais c'est tellement finalement rapide pour pouvoir accéder ensuite à une version de toi plus alignée que je me dis c'est juste dommage. Donc si tu sens que ça fissure un peu, tu sens que ouais ça me parle un peu, mais j'ai peur, etc. Viens juste un coaching avec moi. parce que parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Quand je vois des femmes qui ont voilà, plein d'appréhensions, mais qui en même temps ont envie un peu, je leur dis viens faire juste une séance. Mais en fait, je sais. Je sais. Parce que je vais pouvoir te montrer même en une séance que cette petite partie de toi qui est à peine un peu visible des autres, moi, je la vois déjà. Et j'aimerais bien que tout le monde le voit, toi la première. Donc, ouais, c'est important de travailler sur soi. C'est important, évidemment, avec les bonnes personnes, hein, parce que sinon, ça donnera pas le résultat escompté. Mais on n'est pas là pour porter les masques, on n'est pas là pour porter des armures, pour porter la charge de toute sa famille, de tout son transgénérationnel. On est aussi là pour être soi, pour être vrai et pour être juste dans son kiff le temps qu'on est encore présent sur cette terre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et Lauriane, j'ai envie que tu nous fasses un petit kiff en mode bottage de fesses. Mais une femme qui n'oserait pas encore justement tomber le masque, se lancer comme tu l'as fait, comme je l'ai fait dans sa reconversion, créer son projet et se révéler, incarner cette femme puissante, en mode bottage de fesses façon L'Oréal, ça dirait quoi à cette femme? Je lui dirais ferme les yeux, tu vois, je la ferais partir directement sur on est à la fin d'année,
où on est à la fin de ta vie, si on a envie d'aller encore plus loin. Voilà, tu es dans ton lit, fin de vie, tu as les personnes qui t'aiment, qui sont autour de toi. Et là, ils te disent, voilà, c'est quoi ton dernier mot? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Si tu as envie de faire un petit récap de ta vie avant de partir, qu'est-ce que tu dirais? Et là, si l'histoire, elle est pas chouette, elle est pas belle, elle fait pas tout le monde pleurer, pose-toi des questions. Donc, je pense que quand tu te visualises à la fin, parce que cette fin, on n'a même pas la date. Donc, si ça se trouve, c'est demain, on n'en sait rien, ou ce soir, on n'en sait rien. Et que tu es en train de te visualiser dans ton lit de mort à vouloir raconter ta vie à tes petits-enfants, j'en sais rien, hein, imaginons que tu aies une belle vie et qu'elle soit longue. Quand tu t'imagines dans cette posture-là, si dans ta visualisation, t'as pas tout le monde qui pleure autour, t'as pas toi-même hyper émue et hyper sereine de partir parce que t'as tout fait, tout vécu, comme tu l'entendais, comme tu le souhaitais, t'as été la femme que tu voulais être, prends-toi en main. Ou pas. C'est un choix. C'est un choix. J'adore le temps de pause du suspense, c'est prends-toi en main. Ou pas. En gros, oui, tout dépend de toi. Et nous, on est là, en fait, pour les aider, les accompagner, les soutenir, mais on ne peut pas passer à l'action pour ces personnes, en fait. Ben, c'est un choix, encore une fois. Moi, je me dis des fois, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et ce sera peut-être pour une autre vie, s'il y en a une. Et puis, si c'est pas le cas, tant pis, quoi. C'est un choix. J'adore ce petit bottage de fesses, mais fait très finement, mais L'Oréal est capable de plus, je vous le dis. En tout cas, merci beaucoup L'Oréal. J'ai pris plaisir, j'aurais pu continuer encore et encore. Ça m'a pris au trip, ça m'a pris au cœur. Et pour toutes ces femmes qui aimeraient échanger avec L'Oréal, connaître son univers, je vous mets toutes les infos concernant L'Oréal sous cette vidéo. Je pense qu'elle sera ravie, ne serait-ce que d'échanger avec vous. J'espère que vous avez sorti vos mouchoirs. Mais en tout cas, merci beaucoup L'Oréal. Avec plaisir. Vraiment, je suis contente d'avoir partagé mon parcours, même si c'est mon histoire, donc forcément, moi, je la trouve pas si exceptionnelle. Mais si ça peut aider, si ça peut déclencher une prise de conscience, ça peut réveiller un peu. Moi, je le fais avec le cœur. Donc, merci de m'avoir proposé cette expérience de podcast avec toi. Tu es une très belle pépite et je suis très contente de voir ton évolution. Et moi aussi, je me sens chanceuse d'avoir eu à t'accompagner parce que voilà, ça nous permet de continuer à nous suivre et de nous soutenir également. Voilà, je suis ravie aussi d'avoir fait cette petite expérience podcast. Et oui, pas de problème pour me contacter s'il y a besoin ou juste pour un échange. Je serai toujours ravie d'échanger avec les femmes, moi, tout le temps. J'adore, merci, ça me touche beaucoup et merci pour cette femme exceptionnelle que tu es et merci pour tout ce que tu dégages, pour tout ce que tu apportes à ces femmes et aussi à moi, à ta manière, à travers les réseaux et l'accompagnement que j'ai eu avec toi et merci vraiment, L'Oréal. Avec plaisir. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.